à toutes et à tous, les experts basket avec Ali Traoré. Bonsoir Ali. Bonsoir. Monaco est toujours en vie, Monaco est toujours en quête d'un troisième titre de champion de France après sa victoire hier 80-74 face à Paris. Tout à fait, c'était pas gagné, hein, mais finalement Monaco est en train de nous faire une remontada incroyable. On passe au débrief tout de suite. C'était un match vraiment accroché, âpre, physique, beaucoup de fautes, des fautes techniques, des antisportives. C'était très compliqué, il fallait suivre le fil, il fallait surtout pas se déconcentrer. Je pense que c'était un match très difficile à arbitrer, hein. C'était un match de niveau Euroleague, j'ai envie de dire même de niveau Final Four Euroleague, s'il faut le dire, parce que vraiment physiquement c'était très agressif, notamment de la part de Monaco. On l'a vu, pas le choix, hein. Les matchs 1 et 2, Monaco n'était pas agressif, Paris a dominé. À partir du match 3 et 4, il y a eu de la physicalité, il y a eu des coups un petit peu limites aussi, notamment en première mi-temps, ce qui a permis à Monaco de s'imposer. Oui, il y a des matchs dans le match, il y a vraiment des tensions entre certains joueurs. Ward, Blossom Gale notamment, il y a TJ Shorts et Alpha Diallo qui se toisent constamment. C'est quoi le but? C'est essayer de faire sortir l'autre du match? Ouais, ça me fait rigoler parce que ce sont les suspects habituels, hein. Diallo et Blossom Gale sont vraiment les costauds, les porte-flingues de cette équipe. On a pu voir des actions un petit peu limites, hein, beaucoup, mais des deux côtés. Et c'est ce qui a permis à Monaco de s'imposer dans le sens où, à partir du moment où Paris ne peut pas développer son jeu, vous avez vu, hein, au niveau du scoring, ils n'ont pas scoré beaucoup de points, ça a permis à Monaco de gagner. Si on reprend le fil du match, on va parler déjà de ce run initial. Un 8-0 initié par un homme, Terry Tarpey, qui, dans les 2 premières minutes, fait un contre, un rebond, un 3 points, et ça lance ce 8-0. C'est lui qui a vraiment donné le ton de l'intensité qu'il fallait mettre pour remporter ce match 4. Moi, je suis très content de l'implication de Terry Tarpey. On peut aussi parler en général de Spanoulis, qui a su le coach, qui a su s'adapter et utiliser et sortir des joueurs comme Terry Tarpey de sa boîte. Terry, franchement, moi j'adore, hein. Il a été très important en attaque, en défense, il prend 10 rebonds je crois sur le match. 7 points, 10 rebonds. Voilà, donc il est extrêmement précieux dans tout ce qui est aussi les intangibles, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas dans les statistiques. C'est toujours lui qui va être là pour gêner les remises en jeu, toucher les ballons, etc. Donc clairement, c'est un joueur extrêmement important dans cette finale. Et puis il y a Terry Tarpey, il y a aussi un autre ailier, Alpha Diallo, évidemment, on ne cesse de répéter son importance dans l'équipe. C'était un match assez compliqué pour lui, limité à cause de fautes très rapides, des fautes, notamment une faute antisportive, qui aurait pu le faire sortir du match, mais au final, il a réussi à avoir son impact en fin de match. Il a su complètement stopper les bases arrières et notamment TJ Shorts. En fait, j'étais assez fâché contre lui parce qu'il a fait quelques gestes qui n'étaient pas du tout nécessaires et qui pénalisent son équipe. Hein. Quand il n'est pas sur le terrain, forcément Monaco est moins bon. Mais finalement, je lui pardonne tout parce que sur le 4e quart-temps, alors qu'il avait 4 fautes, il a su, il a été monstrueux. Il a été monstrueux, tout simplement. Il a montré pourquoi c'est, à mon sens, le meilleur ailier d'Europe. Il n'a pas été déconcentré par le fait qu'il a peu joué avant et finalement il a aidé Monaco à récupérer cette victoire. D'une propreté exceptionnelle parce que toujours dans l'intensité mais cette fois sans sortir du cadre et sans se faire siffler cette 5e faute. Et vous le disiez, Monaco est meilleur quand Alpha Diallo est sur le terrain. Il y a cette stat très représentative. Quand Alpha Diallo est sur le terrain, Monaco crée un écart de 16 points avec Paris sur le match hier. Bon voilà, vous avez tout dit sur la statistique et sur l'impact de ce joueur que j'adore énormément. On a parlé de la défense, parlons maintenant de l'attaque. Et une fois de plus, hier, c'est le duo Okobo-Strazel qui a mené les offensives monégasques. À 2, ils ont marqué 39 points, soit la moitié du total de la Roca Team. Un mot sur ce duo, c'est Okobo qui a très bien commencé, c'est Strazel qui a très bien fini. C'est magnifique de les voir jouer comme ça. Bien sûr, il y a une hiérarchie dans cette équipe que j'aime beaucoup. Comme on l'a dit, on a les costauds, les porte-flingues, et aussi les joueurs extrêmement talentueux que sont Elie Okobo ou Mathieu Strazel. On sait qu'il manque Mike James, donc il y a besoin de scoring. Mais ce que j'aime bien, c'est que forcément le jeu est porté par ces deux joueurs-là. En plus, ce sont des joueurs français, Cocorico, ce qui est très intéressant. Jordan Lloyd, il fait aussi son boulot aussi à côté. Et il y a vraiment cet équilibre offensif et défensif qui est très intéressant à voir. Il y a un fait de jeu important quand même sur ce match 4, c'est la blessure de Mame Diaité, probablement touché au genou, c'est ce que nous a dit Spanoulis hier en conférence. Il est sorti du jeu et sur le banc, il a fait ce petit geste au staff en disant « je peux jouer ». Il n'est pas rentré. Qu'est-ce que ça vous inspire cette blessure
monégasque. S'il a dit qu'il pouvait jouer, il va pouvoir jouer, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, dans le sport de haut niveau, on se prend les petits coups. Je pense que Spanoulis a voulu être prudent, en voyant que finalement, ils arrivent à se débrouiller sans lui. Mais clairement, sur le match 5, il jouera, il n'y a pas de souci. Ils se sont débrouillés sans lui grâce au small ball introduit par Vassilis Spanoulis lors de la deuxième mi-temps du match 3. On va en parler avec vous dans le point d'Ali. Bien sûr. Le small ball, Ali, qu'est-ce que c'est ? Le small ball, alors c'est tout simplement de jouer sans grands. Parce que vous savez, dans une équipe, forcément, il y a les très grands, les pivots, les ailiers forts. Et bien là, dans cette optique, d'ailleurs, qui a fait énormément de bien à Monaco, la Roca Team a décidé d'enlever tous les grands et de jouer qu'avec des petits, entre guillemets, des arrières et des ailiers, notamment Terry Tarpé ou alors Alpha Diallo ou Jaron Blossomgame. Jaron Blossomgame, qui était le plus grand, hein, 2,01 m, c'était le plus grand de l'équipe. Ce qui n'est pas très grand. Alors dans la vraie vie, c'est très grand, 2,01 m, mais pour le basket, en général, un pivot, ça monte à 2,8 m, 2,15 m, voire 2,20 m. Et bien, déjà, pourquoi Monaco a décidé de faire ça? Parce que Monaco, sur la défense face à TJ Shorts, a décidé de beaucoup switcher, c'est-à-dire changer de défenseur. Et souvent, on se retrouvait entre TJ Shorts, qui est un super manieur de ballon, et un grand qui se faisait un peu, il faisait un peu la chanson. Et là, maintenant, quand on switch en faisant du small ball, et ben finalement, TJ Shorts se retrouve contre un autre petit. Et donc, du coup, il a beaucoup moins d'impact. Clairement, Paris a besoin de TJ Shorts, c'est le meilleur playmaker, c'est le scoreur. Et bien, si vous arrivez à limiter son impact, hier il a mis 15 points, il n'a pas fait énormément de passes décisives, et ben, ça a tout changé. Donc voilà pourquoi Monaco a essayé de faire du small ball et ça a beaucoup fonctionné sur le match 3 et le match 4. C'est un choix du coup défensif principalement. Clairement. Mais qu'est-ce que ça peut apporter offensivement également? Un changement de rythme? Offensivement, c'est un changement de rythme, ça va beaucoup plus vite. Ça aussi, au niveau comment ça dire, il y a plus de shooters, donc du coup, la raquette est moins bloquée, on va dire. Donc on peut avoir 5 joueurs qui peuvent shooter, ou alors avoir quelqu'un qui peut jouer en percussion, comme Alpha Diallo ou Jaron Blossomgame. Monaco est donc face, on va dire, à un énorme défi. La dernière équipe à avoir remonté un 0-2 en finale, et la seule équipe d'ailleurs, c'était l'Asvel en 2016 face à Strasbourg. On va voir ensemble pourquoi Monaco peut être confiant et pourquoi Monaco peut être méfiant. L'histoire montre que c'est possible. Pourquoi Monaco peut être confiant à la veille de ce match décisif à Paris? Pourquoi Monaco peut être confiant? Tout simplement parce que Monaco vient de gagner 2 matchs d'affilée face à Paris. Le momentum a totalement changé. Monaco est rentré, les joueurs de Monaco sont rentrés dans la tête des joueurs de Paris. On sait que le sport de haut niveau, c'est aussi énormément mental. Là, Paris va douter. Et Monaco va arriver en pleine confiance, sûr de ses forces. En plus, avec l'avantage d'avoir l'impression, qui est réelle, d'avoir trouvé la solution pour battre Paris. Monaco peut aussi avoir des doutes, finalement, parce que, au vu des 2 premiers matchs à Paris, on avait vraiment vu une équipe de Monaco fantomatique, vraiment apathique. Ça peut peut-être encore résonner dans les têtes monégasques. Il y a aussi du côté de Paris cette envie de livrer un dernier combat tous ensemble, parce qu'on sait que le noyau de l'équipe va exploser pour l'année prochaine. On entend beaucoup de rumeurs en voyant les joueurs les plus importants à droite à gauche, et même l'entraîneur, Thiago Splitter. Est-ce que, justement, il ne peut pas y avoir cette réaction de Paris, de dire on donne tout sur le dernier match, et est-ce que ce n'est pas là la principale menace pour Monaco? C'est exactement ce qu'ils ont en tête. Ils se disent, là, c'est la fin d'une histoire. Ils aimeraient bien finir cette histoire avec un titre. Bon, cette fois-ci, ce sera à la maison, pas à Monaco, tant mieux. J'aurais pas aimé les voir soulever le trophée à Monaco. Et aussi, Paris à domicile, c'est beaucoup plus costaud. Ils sont beaucoup plus adroits. Et ce qui m'inquiète, c'est même pas Paris, ce qui m'inquiète, c'est Monaco. Parce que vu l'énergie utilisé pour ralentir le jeu rapide parisien, mettre des brins aussi, jouer extrêmement physique, peut-être que physiquement ça peut pêcher pour Monaco. Donc là vraiment, moi, ce match il va vraiment jouer en mental pour Monaco, parce qu'il faudrait être aussi physique, voire encore plus physique, tout en mettant les shoots. Donc ça va être, honnêtement, ça va être très compliqué. Donc moi vraiment la fatigue physique pour Monaco m'inquiète plus qu'autre chose. Après, j'ai envie de dire, là ils ont dû voyager en même temps les deux équipes. Les deux équipes doivent être plutôt fatiguées.
Donc voilà, pour moi, c'est du 50-50 en fait, cette finale, vraiment. Un match 5, finalement, c'est vraiment uniquement mental que ça se joue parce que les deux équipes ont joué le même nombre de matchs sensiblement. Sensiblement, ouais. Voilà, Monaco a fait un Final Four supplémentaire Voilà, d'Euroleague. 2 matchs de plus à peu près. Voilà. Donc ils en sont au même point physiquement et là c'est vraiment qui en veulent plus, quoi. Ouais, ce sera le mental et les ajustements tactiques que j'ai voulu souligner et qui ont été faits sur un match 3 et 4 qui feront la différence. On a parlé évidemment de la Betclic Elite. On va faire un petit tour du côté de la NBA dans ses experts basket avec Oklahoma City qui a remporté cette nuit son premier titre de l'histoire de la franchise. Logique. Logique. Oui. Excellente saison de la part d'Oklahoma, fantastique. Voilà. Du début à la fin, domination sur la saison régulière, domination, les playoffs, ça a été un peu un cas normal, ce sont les playoffs. Et puis l'équipe du meilleur joueur qui a été une belle saison quand même. Il fait quoi? Il fait MVP, il fait meilleur marqueur de la NBA, champion et MVP des finales. Et MVP des finales de conférence également. En plus, donc oui, non, clairement. Shai Gilgeous-Alexander, qui est peut-être... c'est une des meilleures saisons sur le plan personnel, c'est difficile de vouloir faire plus. Ouais, c'est difficile de pouvoir faire plus. Donc vraiment, la logique a été respectée, comme en Euroleague. Voilà, Fenerbahçe qui a gagné. Et OKC a gagné. Bon, ça a été sur 7 matchs. Dommage, il y a eu une blessure qui a un peu faussé le jeu, mais ça fait partie du jeu. Exactement, parlons de cette blessure de Tyrese Haliburton. Elle est intervenue très tôt dans le match, dans le premier quart-temps. Ça a fait basculer ce match 7 dans une dramaturgie inouïe. C'est probablement la rupture du tendon d'Achille pour Tyrese Haliburton. On voit vraiment cette image du claque sur le mollet qui vraiment fait froid dans le dos. Il faut rendre hommage à Tyrese Haliburton parce qu'il est sorti de la saison régulière avec cette étiquette de joueur le plus surcoté. Et il a emmené son équipe jusqu'au match 7 des finales NBA. Il faut quand même vraiment rendre hommage au mental et au talent de ce joueur. Ouais, ça prouve qu'il y a certains joueurs qui abusent un peu des stupéfiants, parce que ce sont les joueurs qui ont fait cette histoire de joueur le plus surcoté. Il a montré que c'est un winner, tout simplement, et qui est capable d'emmener son équipe qui, somme toute, n'est pas extraordinaire, jusqu'au 7e match des finales. Donc j'espère qu'il reviendra fort. La saison prochaine, ça me paraît mort déjà, ce qui est dramatique pour les Pacers, mais il reviendra plus fort dans 2 ans. La NBA a donc rendu son dénouement avec OKC, le Thunder champion. Oui. Et pour la LNB, tout se jouera mardi soir. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous. Merci pour votre nouvelle expertise. Merci à vous. Et donc, la finale, le match 5 des finales de LNB, c'est mardi soir à l'Adidas Arena de Paris. Salut à tous.